mon enfant fait quelque chose de logique, c'est sa logique, il ne fait pas n'importe quoi, observe ce qu'il fait, comment il fait, part de là où il part. Au départ, le socle autistique part du fait que l'enfant ne constitue aucune catégorie, alors que tout est catégorial et que nous vivons avec nos catégories. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, c'est tous les matins entre 9h et 10h sur Beurre FM, 1 heure pour parler de santé et bien-être. Et nous allons parler de l'autisme autrement ce matin avec mon invité qui s'appelle Barbara Donville. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes psychothérapeute, vous êtes spécialisée en troubles envahissants du développement. On appelle ça les TED, moins connus que les TOC. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, enfin, c'est pas tout à fait la même chose. Les TOC, c'est les troubles obsessionnels du comportement. Là, c'est les troubles envahissants du développement parce que, l'autisme, quand on est confronté à cette affliction, on s'aperçoit qu'il faut passer devant le symptôme pour en faire quelque chose et que surtout, ça n'envahisse pas trop le petit enfant. Alors vous êtes vous-même mère d'un enfant autiste, tout à fait tiré d'affaire aujourd'hui. Oui, absolument. Maintenant, écoutez, il mène sa vie, il est prof, il fait il mène sa vie normalement. Ça vous a amené à développer une approche très personnelle et vous avez accompagné pendant plus de 20 ans des familles d'enfants atteints de troubles envahissants, dont du développement dont on parlait, et plus spécifiquement d'autisme, mais aussi d'enfants apraxiques qu'on développera et aphasiques. Donc vous avez conçu cette méthode, et cette méthode a permis à plusieurs dizaines d'enfants de vaincre l'autisme et d'avoir un parcours scolaire, on va dire, si ce n'est normal, en tout cas d'avoir un parcours scolaire. Et vous publiez donc un nouveau livre qui s'appelle « Nouveau chemin pour mieux comprendre son enfant autiste » chez Odile Jacob. Comment est-ce que vous-même, vous avez réussi à pénétrer ce que vous appelez le monde autistique ? C'est une très vieille histoire, elle a près de 35 ans. Lorsque je me suis aperçu que mon petit garçon ne fonctionnait pas tout à fait comme les autres petits garçons, il ne regardait pas. Il avait quel âge ? Il était tout petit. Je m'en suis rendu compte au retour de la maternité, en me disant... Ah oui, déjà ? Ah oui. Ouais. Dès que j'ai pris cet enfant, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de contact avec lui. Et effectivement, ça a continué comme ça, pas de contact oculaire, ne tendant pas les bras, ne pointant pas du doigt. Quand il s'est mis à prononcer des mots, la première fois que je l'ai entendu parler, je l'ai entendu chanter. Il pleut bergère, donc une espèce de copier-coller que le gosse entendait, mais bon, on m'avait dit qu'il était sourd. Non, il n'était pas sourd. Je mettais pas de mots dessus pour autant. Donc, voilà, c'était très expérimental. Et j'ai continué comme ça, parce que je suis comme ça. Je suis très expérimentale. J'ai toujours eu le sentiment, que ce soit avec mon fils ou alors avec tous les petits enfants, les petits patients que j'ai pu avoir après, qu'il fallait renifler la situation. Qu'est-ce qui se passe ? Comment est-ce que tu sens ce qu'il se passe ? C'est très sensitif, c'est très sensoriel. Voilà. Pas forcément très intellectuel. Après, il faut chercher les mots. Voilà. Observation, et vous dites observation active. Oui, absolument, active. Et j'allais dire, vous essayez d'entrer dans l'enfant. Quel que soit l'enfant que j'ai eu avec moi, j'ai toujours fait comme ça. Entrer dans le petit être qui est là et se dire, l'enfant qui est là, il a une logique. C'est pas ma logique. Mais il ne fait pas n'importe quoi. Donc pas de méthode toute faite, d'abord non. Observation, non. Vous partez de l'enfant. Oui, et c'est vrai que j'aime pas beaucoup le mot méthode. C'est plus, pour moi, un chemin de vie. C'est plus facile à vendre aujourd'hui, on dit, elle a mis au point une méthode qui permet... Voilà. Mais en fait, votre méthode, c'est du sur-mesure, c'est pas du prêt-à-porter. Oui, absolument. C'est ça qu'il faut comprendre. J'ai tous les parents que j'ai pu coacher, j'en ai qui m'ont
téléphoné parce que leur fille était rentrée en fac de physique, parce que leur petit passait leur bac, parce que, bon, voilà. Ils ont poursuivi ce chemin de vie d'observation et de se dire... Mon enfant fait quelque chose de logique, c'est sa logique, il ne fait pas n'importe quoi. Observe ce qu'il fait, observe comment il fait, part de là où il part. Et effectivement, il faut partir de là où part l'enfant, parce que l'autisme... C'est-à-dire qu'on dit toujours l'autisme au singulier, alors qu'on devrait peut-être dire les autismes, finalement. Écoutez... les autismes, c'est, j'allais dire, pour plus tard, quand l'enfant a évolué. Mais au départ, le socle autistique part du fait que l'enfant ne constitue aucune catégorie, alors que tout est catégorial et que nous vivons avec nos catégories. Alors, on appelle ça l'intuition catégoriale. On va bien expliquer aux gens de quoi il s'agit et d'expliquer que les autismes ne fonctionnent pas comme ça. Exactement. Alors, ils ne référencent pas, en fait. Un cerveau comme le nôtre rassemble en permanence tout ce qu'il voit. Et il essaye il fait les collections de tout ce qu'il voit, les tables, les chaises, les sentiments, les jugements, et les fruits et légumes. Notre cerveau, à nous, il rassemble, il fait des collections, il crée des catégories. Et le cerveau autistique ne fait pas ça. Il ne crée aucune catégorie. C'est vrai que si vous regardez un chihuahua et un doberman, ça a quand même plein de différences. Et bien, ces gens-là voient d'abord les différences. Et donc, ils ne créent pas de catégorie. Ils ne mettent pas ça dans la famille chien ou animal. Exactement. Enfin, ils voient que les différences. Donc, c'est un cerveau qui ne crée pas de catégorie. Or, quand on travaille avec ces enfants-là, c'est le boulot des parents. C'est de créer le plus possible de catégories. Et tout part de notre corps. Tout part du fait que, d'abord, je me rends compte que j'ai 2 mains, pareil, 2 bras, pareil, 2 jambes, pareil, à condition que je les ressente comme étant les miens. Alors qu'il n'envisage pas, lui, l'autiste, son corps, c'est ça ? Exactement. Alors que l'enfant autiste, la personne autiste, elle ne ressent pas son corps comme étant à elle. Donc, il n'y a pas de départ corporel. Ce travail du corps qui se fait dès la première année de vie, ne se fait pas dans l'autisme. Car il ne sait pas que ce sont ses mains, il ne sait pas que ce sont ses bras. Non, et puis même, il ne les ressent pas. Si même... Comment ça, il les ressent ? Alors, il ne les situe pas. D'accord. Si il parle, l'enfant, il va vous dire « a mal quelque part ». Ok, t'as mal où ? T'as mal à la tête ou t'as mal au ventre ? Et il vous répond « quelque part ». Ok, ça vous aide beaucoup. Alors que vous, si vous cassez le bras droit, vous allez dire que vous avez mal au bras droit. Vous n'allez pas montrer votre bras gauche. Et vous allez vous rendre compte que le bras abîmé existe beaucoup plus que le bras pas abîmé. Effectivement. Mais quelle perception de son corps a-t-il ? Local et fragmenté. C'est-à-dire que, d'abord, il n'a pas le schéma corporel et il n'a pas le sentiment que... Alors, c'est pas qu'il ne ressent rien, c'est qu'il ne s'approprie pas ce qu'il ressent. Et alors, parce qu'il le ressent trop peu, parce qu'il le ressent sans le situer, ou bien parce qu'il ne le ressent pas du tout. Par exemple, ce sont des personnes qui peuvent ne pas ressentir le froid, ne pas ressentir le chaud. Si vous leur dites pose la main sur le four, ils peuvent la laisser comme ça, sans se rendre compte qu'ils sont en train de se brûler. Donc, il y a vraiment un problème au niveau des capteurs sensoriels. Je veux dire, c'est physiologique aussi. La physiologie de l'autisme est différente de la nôtre. Il y a plus de court-circuit, les synapses ne se connectent pas correctement. Il y a plein d'ectopies, c'est-à-dire le fait que les neurones ne vont pas assez loin et ne se connectent pas comme il faut. C'est une physiologie aussi, une physiologie qui engendre une psychologie. Comme il faut ou comme les autres ?
Comme la majorité d'entre nous. Voilà, comme la majorité. Comme la majorité d'entre nous. Comme les neurotypiques. Attention, voilà, le que... fait est, oui, comme disent les Belges, les neurotypiques. Le fait est que notre monde environnant est fait pour les neurotypiques et que les atypiques, eh bien, ont plus de mal. Après, le cerveau est plastique et quand on travaille très jeune, très tôt avec l'enfant, on peut véritablement modifier beaucoup le cerveau. Après, on ne guérit pas de son cerveau. C'est pas moi qui avais choisi le titre de mon premier livre, Vaincre l'autisme, qui m'avait gêné parce que vivre avec l'autisme aurait été peut-être plus correct. De toute façon, vous avez une physiologie autistique. Point. C'est comme ça. Mais ça se vend mieux là aussi. Voilà. Vaincre l'autisme. Donc. Pas d'intuition catégoriale. Vous expliquez très bien qu'une personne autiste est un penseur visuel et que cette pensée visuelle est très singulière. Alors expliquez-nous comment ça fonctionne une pensée visuelle. Alors, surtout une pensée visuelle à son paroxysme comme ça, parce qu'il y a plein de gens qui sont penseurs visuels. Moi, c'est pas mon cas, mais bon, il y a beaucoup de gens qui le sont quand même, sans être autistes. Voilà. Alors, une pensée visuelle au paroxysme qui arrive, qui se traduit dans l'autisme, ce sont des gens pour qui constituent en 3 dimensions tout dans leur tête, premièrement. Ce sont des gens qui vont rien inventer. Ils vont recycler. C'est vraiment une imagination de recyclage. Ils vont aller chercher dans leur tête un petit bout de quelque chose qu'ils connaissent, puis un autre petit bout dans un autre domaine qu'ils connaissent aussi, et puis ils vont rassembler ça. Notre imagination à nous, elle part de rien. Vous imaginez à partir de zéro. Pas eux. Eux, c'est une imagination recyclée, premièrement. Deuxièmement, ça entraîne le fait que ce sont des gens qui sont beaucoup plus dans l'image que dans le mot et que la langue, le verbe, est une seconde langue pour eux. Pourquoi ? Parce qu'il y a des tas de concepts qui ne veulent rien dire pour eux. Par exemple, le verbe être, le concept d'être, c'est très compliqué. On est tout de suite dans une forme pré-philosophique. Être, c'est être... pour nous, c'est l'unité. Mais eux, ils ne sont pas dans l'unité puisqu'ils ne ressentent pas suffisamment leurs membres, ils ne ressentent pas suffisamment leur interaction avec l'autre n'existe pas. Donc, le verbe être ne veut pas dire grand-chose pour eux. Il y a aussi des concepts comme entre, au milieu, ou bien des expressions figurées qui veulent rien dire pour eux parce que ils ne sont pas dans l'empathie. Et on parle de l'autisme ce matin avec mon invitée Barbara Donville, qui est psychothérapeute et spécialisée en troubles envahissants du développement, auteur de Nouveaux chemins pour mieux comprendre son enfant autiste aux éditions Odile Jacob. Et vous expliquez que pour pénétrer le monde des autistes, eh bien, vous avez essayé de rentrer et de comprendre ce qu'on appelle les stéréotypies. Qu'est-ce qu'on appelle ces fameuses stéréotypies autistiques ? Les stéréotypies, ce sont les mouvements répétitifs que font les personnes autistes. Alors, ça peut être plein de choses. Ils bougent leurs petits doigts devant leurs yeux. Ils vont tourner, ils vont faire des tours de manège en tournant sur eux-mêmes. Ils vont faire des petits gestes de vol d'oiseaux. Enfin bon, voilà, tout ça, ce sont les gestes répétitifs, quels qu'ils soient. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une stéréotypie ? Une stéréotypie, c'est... Pourquoi est-ce que l'enfant fait ça ? Il le fait parce que il cherche à se demander quelque chose. Il cherche à saisir quelque chose qui existe pour lui.
Et comme je viens de vous expliquer qu'en fait, il n'existe pas suffisamment pour lui, il ne trouve pas le moyen de se répondre. Mais il a au fond une démarche de demande pour obtenir une réponse. Et que faire de ces stéréotypies qui sont des mouvements sans fin, qui n'ont... C'est comme des compulsions, en fait, d'une certaine façon. Alors, c'est comme des compulsions, sauf que si vous observez ce que fait l'enfant, que vous entrez dans son mouvement, ça prend du temps, ce que je vous raconte, mais vous pouvez peu à peu produire des petites ouvertures, faire comme lui et tout doucement lui montrer une autre façon de faire. Par exemple, vous tournez, l'enfant tourne son doigt sur la vitre indéfiniment, vous, tout doucement, après avoir fait comme lui des centaines de fois, parce que ça ne va pas se faire en 30 secondes, vous allez partir dans l'autre sens, vous allez lui montrer qu'on peut faire autrement, et donc vous allez créer une récurrence, une ouverture, et vous allez finalement finir par créer un jeu qui est un processus où il y a un début, un développement et une fin. Voilà. Mais, parce que la question est effectivement, autour de ces enfants-là, la question des apprentissages. Des apprentissages. Et pour accepter d'apprendre, il faut savoir que ça va vous bénéficier à vous. C'est idiot de dire ça, mais quand vous n'êtes pas un jeu, à qui irait ce bénéfice si vous ne ressentez pas que c'est pour vous? Et on n'apprend pas sans l'autre. Tout est autre. L'environnement est autre aussi. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement important de travailler sur le corps. Et dans mon livre, j'ai vraiment... essayez de vous donner des exemples de vie. Je n'invente rien. J'ai juste changé les prénoms des petits-enfants avec qui j'ai travaillé. Oui, ce sont des petits-enfants avec qui vous avez travaillé. Absolument. C'est que des histoires vraies. Et je me suis effectivement inspirée de philosophes, de scientifiques, en me disant, mais comment peut-on se servir de l'histoire des sciences en général? Oui, parce que vous avez interrogé les anciens et les nouveaux. Voilà, pour aider ceux qui sont là, pour aider ceux qui sont là. Et vous dire que tout ce qui se produit dans le monde du petit, de l'infiniment petit, eh bien, ça se produit aussi chez nous, dans notre infiniment petit, au niveau de nos neurones. Donc, voilà pourquoi est-ce que j'ai à la fois invoqué des philosophes comme Edmund Husserl, parce que c'est un phénoménologue, et c'est un mot compliqué, mais un phénomène, c'est quelque chose qui vous apparaît, c'est quelque chose qui se montre à vous. Qu'est-ce que je peux faire d'une philosophie qui vous raconte le monde qui se montre à vous? Voilà. Edmund Husserl, googlez, voilà, que vous avez interprété comme vous le compreniez. Exactement. Donc c'est votre compréhension de sa pensée que vous proposez dans ce livre. Alors, non seulement ça, mais alors j'ai fait un glossaire dans ce livre, et toutes les définitions des concepts de Husserl, c'est les miennes. J'ai pas été, je me dis pas, il faut que j'explique parfaitement ce que veut Husserl. Alors, qu'est-ce qu'il voulait, ce type? Il voulait effectivement être compris de manière concrète et empirique. C'est pas évident quand vous lisez ces bouquins. Mais bon, quand j'ai appris ça... Il est de quelle époque, à peu près? Il est mort en 38. D'accord. 1938. 1900, oui. 1938. Donc, évidemment, c'est pas très récent. Mais bon, ça fait rien. Vous savez, cet homme, ses parents étaient tailleurs. Pourquoi je vous dis ça? Mais parce que sa philosophie... Ils étaient ailleurs ou... Ils étaient tailleurs. Ils taillaient des costumes. Voilà, ils étaient tailleurs. Tailleurs, oui. Pas tailleurs de pierre. Ah non, pas tailleurs de pierre. Oui. Tailleurs de costumes. Et donc, ce petit garçon unique qui vivait avec ses parents commerçants qui taillaient des costumes, il s'est tout de suite interrogé sur... Mais
mais au fond, qu'est-ce que je vois toute la journée? Mes parents rassemblent des morceaux pour créer des unités. Eh bien, moi, je crois que c'est ça qu'il a fait dans sa philosophie. Il a rassemblé des morceaux pour créer des plusieurs types d'unités, et il voulait que qu'on s'en serve concrètement. Voilà, j'ai essayé de faire ça et j'ai donné mes propres définitions, c'est-à-dire ma façon d'avoir compris, certainement beaucoup moins sophistiquée que lui, mais voilà. On parlait de la pensée visuelle des autistes. Cette forme de pensée retient des détails qui échappent aux penseurs conceptuels, verbaux que nous sommes. Et souvent, les autistes développent des aptitudes très particulières, des capacités exceptionnelles. Comme quoi, Barbara ? Alors, si on part du fait qu'effectivement, ces gens voient des choses... alors, je ne vais pas dire qu'on ne peut pas les voir, mais on n'y prête absolument pas attention. Ils ont un sens du détail. Ils ont un sens du détail. Et ils ne peuvent pas faire autrement. Ils ne peuvent pas faire... voilà. Là, je suis en discussion avec une petite jeune fille que j'ai aidée il y a plusieurs années. Et elle me dit, mais comment je peux faire pour faire passer mon sens du détail? Très probablement, c'est très difficile parce que ça provient du ressenti corporel. Alors, ces gens-là, ils vont être capables de développer des propriétés exceptionnelles, comme souvent la musique, parce qu'ils ont l'oreille parfaite. Alors, l'oreille parfaite. L'oreille parfaite, ils décomposent les sons, ils ne peuvent pas faire autrement. Ils décomposent la lumière, ils décomposent les sons. Ils vont décomposer aussi le raisonnement mathématique. Vous avez beaucoup de gens Asperger, mathématiciens ou physiciens. Beaucoup de... Asperger, c'est une forme d'autisme. Alors, c'est l'autisme dit de haut niveau. Après, j'ai quand même envie de dire que on ne naît pas Asperger. J'allais dire, on le devient. Ou alors, si on est Asperger, c'est vraiment qu'on n'est pas très atteint. Mais il y a énormément d'enfants qui finissent par être des Asperger adultes, mais il a fallu beaucoup bosser pour en arriver là, in fine. On le devient. Donc, vous avez raison tout à l'heure quand vous avez dit les autismes. En tout cas, il y a plusieurs degrés atteignables et plusieurs façons d'arriver à une certaine récurrence. C'est évident. Après, il faut travailler le plus tôt possible. D'accord, mais alors, on parlait donc de l'oreille absolue, d'une facilité à rentrer... À décomposer tout. Oui. À décomposer. Donc, ça peut être au niveau mathématique, ça peut être... quand vous êtes un physicien, vous êtes un opticien, vous décortiquez ce que vous voyez, vous décortiquez la matière. D'abord, ils ont un ressenti très, très, très sensible. Donc, ils décomposent ce qu'ils touchent. Donc, ceux qui arrivent à transformer ça en métier scientifique, ils sont douetissimes. Il y en a qu'on retrouve dans les banques, dans les salles de change, voilà, qui manient les chiffres. Exactement. Dans les laboratoires de avec recherche. Une rapidité absolument. Incroyable. Ils ont un cerveau hyper puissant. Sans suivre souvent le process d'ailleurs. Ah ben non, ils suivent leur process à eux. Leur mode opératoire. Leur demandez pas de faire une division. Non. Ça peut être compliqué. Alors, je vais vous dire pourquoi c'est compliqué, parce qu'ils ont un esprit, ils ont une pensée exclusivement associative. C'est pour ça, et ça part de la pensée visuelle. Ça me fait penser à ça. Je pense à un prof qui expliquait, qui essayait d'expliquer une division à un petit garçon qui était autiste et qui de toute façon faisait les divisions comme il avait décidé de les faire. Oui. Il pouvait pas comprendre le mode opératoire du prof. Ah non, il pouvait pas comprendre le mode opératoire du prof. Ne serait-ce que parce que son corps à lui est déjà divisé. Oui, mais le prof pensait que le gamin le défiait. Enfin, oui, c'était une incompréhension sans fin.
compréhension. D'abord, au niveau des mots, comme je vous ai expliqué, le gosse ne va pas comprendre en 5 combien de fois 4. Ça veut dire quoi ? En 5 combien de fois 4 ? C'est un concept qu'il ne maîtrise pas. Oui, rien que le vocabulaire, quand vous dites en 5 combien de fois 4, il y va une fois. C'est ça qu'on apprend à dire quand on fait une division. Vous vous rendez compte du degré unitaire qu'il faut dans votre corps pour comprendre ce que ça veut dire. Il y va une fois. Vous parlez de 4, de 5 et on vous dit il y va une fois. C'est très compliqué. Barbara Donville est avec nous aujourd'hui, psychothérapeute et qui publie Nouveau chemin pour mieux comprendre son enfant autiste aux éditions Odile Jacob. Vous avez interrogé les neurosciences et les dernières découvertes, notamment les visiomoteurs, ce qu'on appelle les neurones miroirs. Et en fait, il n'y a pas de mimétisme chez les enfants autistes. C'est ça, il n'y a pas de capacité d'imitation, c'est vrai. Et j'ai beaucoup cherché... Parce qu'on apprend par l'imitation aussi. Parce qu'on on apprend complètement par imitation. Copie, le petit, tout se fait la première année de vie. Donc le tout petit va nous regarder vivre et va nous imiter jusqu'au sourire. Et c'est vrai que l'enfant autiste, il commence par ne pas sourire. Il commence par rester un petit Bouddha boudeur, un petit Bouddha rêveur, voilà, avec les yeux qui transpercent, et puis voilà, quoi. Donc, l'imitation, c'est extrêmement difficile, ne serait-ce que parce que il ne comprend pas qu'il est lui. Donc, s'il ne comprend pas qu'il est lui, comment voulez-vous qu'il comprenne que je devrais faire comme l'autre, à condition que je comprenne que l'autre est un comme moi, ce que le tout petit qui fonctionne normalement comprend en fait très vite. À 18 mois, le gosse comprend. Alors, est-ce qu'on sait quel est le monde émotionnel d'un enfant autiste ? Alors, où en est la recherche à ce émotionnellement, il y a beaucoup de clichés, c'est pour ça que je dis ça. Voilà. Alors, c'est pas qui est. Je ne sais pas si on peut appeler ça des clichés, ou alors vous avez des enfants autistes qui ne développent aucune émotion. Ça s'appelle, c'est de l'alexithymie. N'êtes pas capable de lire vos émotions personnelles et vous ne lisez donc pas les émotions des autres. Donc vous n'avez pas d'empathie en fait. Et du coup, vous n'avez pas d'empathie. Vous avez aussi des enfants autistes qui sont surémotionnels, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont être surexcités, surénervés, pleurer à tout bout de champ, jamais se calmer. Et là aussi, ça peut être un détecteur d'autisme. Mais ces gens-là, ces enfants-là, il va falloir arriver à canaliser leurs émotions, alors que les premiers, il va falloir arriver à développer, à faire surgir l'émotion. Mais en toute hypothèse, ils ont toujours un défaut de fonctionnement émotionnel. C'est trop ou pas assez. Faut pas s'étonner si finalement ils sont jamais au bon moment, quoi. Un décès, ça peut ne pas les affecter. Enfin, ils peuvent ne pas l'exprimer, en fait. Alors, absolument, ils peuvent ne pas l'exprimer. Tout ça partant toujours du corps, où à la fois vous allez avoir... le même enfant peut ne pas réagir parce qu'il tombe dans un buisson d'ortie. Il va se relever sans problème. Il va être plein de piqûres d'ortie et pas de problème. Donc, l'émotion part de ça. Il pleure pas parce qu'il ne le ressent pas. Et à la fois, ça peut être le même gamin qui va se mettre à hurler parce qu'il y a un tout petit insecte dans la pièce que évidemment personne n'a repéré et on ne comprend pas pourquoi le gosse pleure à ce point-là. Lui, il est hyper gêné par le petit insecte parce qu'il va être hyperacousique. Donc il va trop entendre
mais pas assez sentir au niveau du toucher. Donc il y a vraiment des déficiences, des déséquilibres au niveau des capteurs sensoriels dans tout le corps. Ça peut être du trop dans l'oreille et du pas assez dans le toucher. Alors j'ai appris dans votre livre qu'il y avait des dyslexies visuelles. Alors, la dyslexie visuelle est une dyslexie mal connue, peu connue. Tout le monde connaît la dyslexie quand vous ne comprenez pas ce que vous écrivez et qu'on vous dit d'écrire automne, alors vous écrivez au plus loin tonne. Après tout, ça fait automne, sauf que vous n'avez pas compris qu'il s'agit de la saison. Voilà. La dyslexie visuelle, c'est tout autre chose. C'est une déficience des aires visuelles. Et cette déficience des aires visuelles se produit surtout avec les enfants apraxiques. Je vais vous expliquer tout ça. Alors apraxique ? Apraxique, ça veut dire que vous n'avez pas de mouvement volontaire. Ça ne veut pas dire qu'ils ne bougent pas, ces gens-là. Mais ça veut dire qu'ils ne sont pas capables de faire quelque chose que vous leur demandez de faire. Ils ne sont pas maîtres de leur mouvement, non, ils n'internalisent pas le mouvement. D'accord. Ils n'internalisent pas le mouvement. Si je vous dis attrapez la bouteille d'eau, vous allez vous lever, aller attraper la bouteille d'eau. Pourquoi vous le faites ? Vous le faites parce que vous avez internalisé les mouvements, parce que vous êtes capable d'imiter et parce que, justement, vos aires visuelles fonctionnent correctement, vous n'êtes pas dyslexique visuel. Donc la dyslexie visuelle entraîne plusieurs choses. Entraîne d'une part que l'enfant vit dans un monde où tout est fixe. Il ne voit pas les déplacements. Il voit A, il voit B, mais il ne voit pas le déplacement de A en B. Il voit la personne, mais il ne la voit pas se déplacer. Il voit des voitures, mais il ne voit pas les voitures se déplacer. Ça, c'est une première déficience de la dyslexie visuelle. Et d'autre part, l'enfant ne constitue pas les formes. Là, vous voyez, il y a un rond devant moi et je le vois en entier. Bien, eux, ils vont le voir tronqué. Rien n'est jamais fermé. Les formes ne sont pas constituées en entier. Parce qu'il y a des déficiences, les aires visuelles ne fonctionnent pas bien. Voilà. Et alors, ils confondent parfois certaines lettres, comme le B et le D, alors, le Q et le P. Oui, ça c'est parce que ça c'est la dyslexie classique. Enfin, la dyslexie classique, telle qu'on la connaît. Oui. Eux aussi, bien sûr, mais non seulement ils vont la confondre, mais en plus ils voient pas le P fermé, ils voient pas le A fermé, et ils ne repèrent pas le rond, ils ne peuvent pas. Il y a vraiment cette double déficience, le monde fixe et le monde tronqué, qui n'est pas formé intégralement. Donc, c'est très compliqué de comprendre le monde environnant. Et de comprendre les intentions. Parce que si je vous vois sortir de la pièce, je comprends que vous ne restez pas. Mais si je ne vous vois pas sortir de la pièce parce que je ne vois pas votre déplacement, comment est-ce que je peux interpréter le fait que vous ne soyez plus là ? Je ne peux pas l'interpréter. Je l'interprète forcément de travers. Tiens, il a disparu. Mais non, il n'a pas disparu, il est sorti de la pièce. Pour tous les parents qui parfois comprennent pas pourquoi un enfant autiste n'arrive pas à s'habiller par lui-même, il faut expliquer pourquoi. Alors qu'on lui a montré 10 fois ou qu'il n'arrive pas à faire ses lacets. Alors, plusieurs choses. Il n'arrive pas à s'habiller d'abord parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'a pas son schéma corporel. C'est logique que si vous ne ressentez pas que vos bras sont vos bras, que votre tête est entre vos épaules, comment vous pouvez enfiler un chandail ? Vous ne pouvez pas. Vous vous rendez compte surtout de tout notre savoir extrêmement puissant,
tout le temps, tous les jours, pour faire des choses auxquelles nous ne pensons pas, parce qu'on s'est tous habillés ce matin et on n'a pas du tout mesuré notre capacité cognitive qui fait qu'on s'est habillé correctement. Après tout, quand je les voyais tous, ces petits-enfants dont je me suis occupée, je me disais, mais c'est logique qu'ils n'y arrivent pas, les pauvres choux. C'est tellement compliqué d'enfiler un chandail ou d'enfiler un pantalon. Ça demande tellement de puissance dans le cerveau de comprendre comment ça fonctionne. Donc, si vous ne sentez pas que votre corps est votre corps, si vous ne situez pas vos jambes, si vous ne situez pas vos bras, mais comment vous pouvez enfiler un pantalon et un chandail ? Après, il y a aussi le problème du toucher. C'est que, en plus, il y a beaucoup d'enfants qui ne supportent pas que le tissu les touche. Ça les gratte, ça les brûle, il ne faut pas les toucher, donc ils vont immédiatement l'enlever. Et ce que je veux dire aux parents, c'est qu'il y a toujours une logique. Il y a une raison pour laquelle... Et c'est ça qu'il faut comprendre du point de vue de l'enfant. Voilà. C'est pas pour vous embêter. Non. Et il ne fait pas n'importe quoi. Il n'est pas cinglé, c'est pas vrai. Ils sont autrement. C'est tout. Alors, la compréhension des troubles du spectre autistique, comme on dit aujourd'hui, a grandement progressé ces dernières années. Comment est-ce qu'on explique qu'il y ait encore tellement d'enfants autistes qui ne soient pas détectés et qui passent à travers les mailles du filet ? Parce que c'est énorme. Alors, oui. C'est vrai que... des gens qui sont diagnostiqués à 50 ans. Quoi. Exactement. Alors, surtout ceux qui se sont débrouillés, qui sont restés Asperger, qui se sont débrouillés comme ça, c'est tout à fait vrai. C'est très difficile d'expliquer pourquoi les pédiatres, qui sont quand même maintenant très, très avertis, n'arrivent pas à comprendre que c'est ça qui se produit, alors qu'effectivement, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, et pourquoi il y en a beaucoup ? Je pense que il y a une véritable raison environnementale. Pourtant, maintenant, tout ça, on le dit énormément. Il ne s'agit pas de dire que les parents sont des parents épouvantables, c'est faux. Il s'agit de dire que ça vient de ce qu'on mange. Des pesticides, des insecticides, des machinticides qu'on met dans la terre et qui font que vous avez des régions entières où les gosses naissent plus autistes. C'est comme ça. Les parents ont ingéré des trucs qui fait que ça crée des automutations de gènes in utero. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gènes pendant la grossesse vont muter en gènes qui vont provoquer de l'autisme pendant la grossesse. Alors, c'est génétique, ce n'est pas forcément héréditaire. Quand je vous dis automutation de gènes, eh bien, il faut bien que ça commence à un moment, et c'est ce que nous ingérons crée des automutations de gènes. Mais c'est très difficile de répondre à la question que vous m'avez posée. Comment ça se fait qu'on les détecte si peu ? Enfin, toujours aussi peu. Toujours aussi peu. Il y a des progrès quand même. Il y a des progrès. Mais bon, oui, on les détecte tard. Et surtout, on ne veut pas dire que c'est ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de progrès aussi grâce au monde associatif qui a fait énormément progresser les choses. Franchement, je trouve que en tout cas, après mon premier livre, les gens s'y sont mis, ils ont créé, les parents s'y sont mis. C'est chouette. Barbara Donville, vous réécouterez cette émission en podcast sur beurrefm.net. Je rappelle le titre de votre nouveau livre, ça s'appelle « Nouveau chemin ». Pour mieux comprendre son enfant autiste. L'éditeur, c'est Odile Jacob. Vous verrez également la captation de cette émission sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous, Barbara, ce matin. Merci beaucoup. Avec plaisir, et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.